Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Une nouvelle émission cette semaine sur l'agriculture, mais nous allons parler spécifiquement du bio. Une ferme, une exploitation vosgienne sur 10 est en bio aujourd'hui. Le bio, c'est, on le sait, meilleur pour la santé et pour l'environnement, mais le bio, ça coûte plus cher à produire. En période d'inflation, son développement post-Covid marque donc le pas. Production, distribution, circuit court, consommation. Point d'actu sur le bio avec nos invités. Thierry Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Chambre d'agriculture en charge de la filière bio. Vous êtes aussi et surtout exploitant laitier donc à Moncel-sur-Vert. C'est à proximité de Neufchâteau. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nicolas Thomas, bonjour. Bonjour. La ferme du bien-être, un des 3 co-gérants de la ferme du bien-être plante médicinale à Gérardmer, est président du groupement des agriculteurs bio des Vosges, le fameux GAB 88. On retient le mot GAB. Et enfin, Quentin Cuny, bonjour. Bonjour. Responsable du rayon légumes au magasin La Vie Claire de Sainte-Marguerite. Merci d'avoir fait le déplacement depuis la Déo d'Assy. Merci donc messieurs à tous les 3 de votre venue sur le plateau. Le titre de cette émission, bio, quel avenir tout simplement parce que voilà, la filière a marqué le pas depuis quelques mois, depuis évidemment son fort développement après la période Covid. Il y a eu un engouement, c'est certain, pour les filières courtes et pour le bio. Petit point d'actu, Thierry Moreau, aujourd'hui, où en est-on aujourd'hui, sachant donc que le bio, aujourd'hui, c'est 11% des fermes vosgiennes. Un petit point d'actu, on est un petit peu aujourd'hui inquiet, on va dire, par rapport à la situation de la filière bio en général, que ce soit sur le lait, la viande, les céréales. Effectivement, comme vous l'avez dit, les consommateurs marquent un petit peu le pas avec la crise aujourd'hui de l'inflation. Et on les sent un peu moins présents au niveau des achats sur les produits bio. Vous allez nous donner l'exemple dans quelques instants avec votre production à vous de lait. Nicolas Thomas, juste l'état d'esprit aujourd'hui, quel est-il ? L'état d'esprit, effectivement, on est attentif aux évolutions de la société. Je pense qu'on a un vrai besoin d'adaptation aussi. On doit vivre dans l'air du temps. Et voilà, on y réfléchit régulièrement. On essaie de trouver des solutions concrètes pour avancer. Mais c'est compliqué, ça prend du temps. Il y a Bien une sûr. inertie, il y a une filière agroalimentaire industrielle, on va dire ce qui est, à fournir. Donc voilà, énormément de questions autour de la production agricole et donc autour du bio en particulier. Quentin Cuny, La Vie Claire se porte bien. On entend des magasins bio qui ferment dans certaines grandes agglomérations. C'est pas le cas chez nous encore. Pas le cas chez nous, faut répondre à la demande. Enfin, à Saint-Dié, il y a 2-3 magasins bio. Si ça ferme, il n'y aura plus que le marché pour les gens. Donc, faut avoir un peu plus de bio. Mais la filière est touchée quand même par rapport au transport, l'augmentation du coût des transports. Mais en fruits et légumes, ça va. On reste toujours en essayant de prendre du local au maximum pour répondre à la demande toujours. On ne marche pas sur les plates-bandes des maraîchers qui sont sur les marchés et tout. Ça rémunère toujours un peu mieux le producteur d'aller sur les marchés. Là, nous, on reste quand même du commerce. On est plus une alternative au bio des grandes surfaces qui, là aussi, ça se porte pas très bien, effectivement, pour eux. Mais pour nous, tout va bien. En tout cas, on continue de se battre. Avec, on garde en tête évidemment les problématiques de circuit court, les problématiques de traçabilité. C'est pas parce qu'on va acheter des légumes frais sur le marché le mercredi matin ou le samedi matin que ce sont des produits bio ou bons pour la santé. Voilà, si ça vient de Rungis ou du fin fond de l'Espagne, voire d'un petit peu plus loin, ça pose question. Enfin bref, énormément de points d'actu à aborder. Thierry Moreau, donnez-nous l'exemple en ce qui concerne le lait. Je l'ai dit en introduction, vous êtes producteur donc laitier à Moncel-sur-Vert. Aujourd'hui, qui vous achète votre lait bio et à combien et pourquoi faire ? Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, depuis le 1er janvier 2023, donc je suis collecté alors je suis toujours producteur chez Lactalis en bio avec un contrat, donc dans l'immédiat je suis toujours payé en bio, sauf que mon lait est donc déclassé, on va dire, en conventionnel et transformé donc à Neufchâteau, à la fromagerie de Neufchâteau. La fromagerie Riant. Riant, voilà, Ok. c'est ça. Donc dans l'immédiat, j'allais dire pas trop de craintes économiques à court terme. Pour vous ? Pour moi, sauf que c'est quand même un petit peu démoralisant de respecter un cahier des charges et voir son lait partir en conventionnel, quoi. C'est quand même, il y a quelque chose qui est pas logique et qui manque un peu de bon sens. Voilà.
le système marche un petit peu sur la tête, mais j'ai envie de dire, c'est la conséquence d'une baisse de la demande de consommation de la part des consommateurs, de la part des acheteurs. Oui, bah c'est ça. En disant qu'il y a eu un engouement avec la crise Covid, là, les gens sont quand même faisaient attention à l'alimentation. Et puis, ben, avec ce problème de la crise ukrainienne, enfin de la guerre en Ukraine, et les conséquences que ça peut avoir au niveau de l'inflation, les gens vont, voilà, je jette pas la pierre à personne, mais effectivement, les gens essayent de trouver les produits les moins chers. Donc, du coup, tous les produits labellisés sont un petit peu touchés par la crise de l'inflation. Et puis, ce qu'on peut quand même souligner, c'est que ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens se rendent compte quand même que l'alimentation de qualité a un coût. Aujourd'hui, le budget d'alimentation des ménages ne fait que de baisser. Hein. Si on reprend un peu les chiffres, on était de mémoire à 34% du budget d'alimentation des familles en 1960-1970. On est, je pense, aujourd'hui en dessous des 14%. Et ça, quelque part, c'est quand même un petit peu dramatique parce que les gens veulent, enfin, quand on discute un peu avec les gens, les consommateurs et les pouvoirs publics d'ailleurs, tout le monde nous dit il faut manger mieux, il faut manger local, il faut manger bio, il faut manger, voilà. Et d'un autre côté, personne n'est quand même prêt à mettre la main à la poche, j'allais dire, pour respecter un petit peu leur volonté de manger mieux. Donc, voilà. Nicolas, Thomas, je vous vois opiner de la tête. Forcément, voilà, le constat est là. Je répète, on a tous conscience, bien sûr, et les professionnels aussi, bien sûr, les politiques aussi, de l'intérêt du bio pour la santé, pour l'environnement. Bien que, attention, on ne va pas opposer les différentes cultures. Il y a aussi évidemment du conventionnel qui n'est pas labellisé bio, mais qui est tout aussi vertueux ou en tout cas pas aussi néfaste qu'on pourrait l'imaginer de prime abord par rapport à l'emploi de produits phytosanitaires, etc. Il y a une amélioration des pratiques évidente. Juste l'état d'esprit sur voilà, ce paradoxe qu'on vit en ce moment autour de ça. Je suis très partagé, et c'est vrai que j'aime bien utiliser des exemples très concrets concernant le prix, puisque c'est vrai que c'est un argument qui est, qu'on répète régulièrement, qu'on entend régulièrement. Il y a ce qui se dit au niveau national sur l'ensemble des médias, et puis il y a ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce que vous observez sur le terrain, et notamment dans un département comme le nôtre. Tout à fait, sur nos exploitations aussi. Moi, pour donner un exemple très concret, la grosse part de l'activité chez l'agriculteur biologique, qui soit en maraîchage ou pour mon cas de figure sur les plantes aromatiques, c'est le désherbage. Et le désherbage, quand on est en agriculture biologique, on ne peut pas utiliser de produits de synthèse, donc il est soit mécanique, soit manuel. Sur 1,5 hectare, moi, si je dois désherber l'ensemble de ma surface, qui est une petite surface, 1,5 hectare, c'est vraiment pas grand-chose, j'ai peut-être besoin de 2 semaines de désherbage. Si j'utilise maintenant des produits phyto, des désherbants chimiques, peut-être qu'en une demi-heure, en 1 heure, j'aurais pu faire le job. Donc ça donne quand même une idée de pourquoi est-ce que finalement ces produits bio sont un peu plus chers. Et une fois de plus, je pense que c'est un petit peu à relativiser aussi, hein, pour en avoir discuté en aparté tout à l'heure, sur certains produits, par exemple l'augmentation qu'on ressent sur l'ensemble des denrées alimentaires, l'augmentation sur les produits bio est moins importante que sur d'autres produits. Donc il faut aussi relativiser cette histoire de prix. Voilà, c'est à prendre en considération aussi. Il faut tout simplement regarder dans le détail, et évidemment regarder le prix au kilo, hein, Quentin Cuny. On voit quelques images d'un maraîcher du côté de Mirecourt que nous avions rencontré tout récemment. Au niveau du prix, Quentin Cuny, est-ce que vous nous confirmez que le prix du kilo de carottes chez vous à la Viclaire et son augmentation récente? On est un peu dans le dur là, de la saison de la carotte, du coup ça augmente un petit peu, mais on sera pas à plus de 2,50 € le kilo de carotte, 1,99 € pendant tout l'hiver, ça reste plus que correct. Hein. Quand je passe dans les grandes surfaces, je regarde les prix du conventionnel en supermarché, mais c'est les mêmes prix. Hein. En ce moment, les Bataviales sont à 2 €, chez nous elles sont moins chères, on arrive encore à les faire à 60. Tout l'hiver, j'ai constaté des prix nettement plus chers en conventionnel sur certains produits, et pas sur d'autres, mais voilà. Ce qui veut dire que, pour parler précisément du coût de l'alimentation, on est d'accord que le frais, le non transformé, le non industriel reste parfaitement accessible. Parfaitement, allez. Reste assez accessible. Il n'y a pas eu d'augmentation énorme tant que ça. Hein. Tout le monde est touché par le coût du transport et tout, mais plus sur les produits manufacturés, transformés, beaucoup moins sur le produit frais, effectivement. Nicolas Thomas, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon de cela? C'est quoi l'idée? Est-ce que vous faites un appel, je vais dire tout simplement, à se remettre le soir, à éplucher des pommes de terre et à préparer des soupes?
Moi, je trouve ça. Pourquoi pas? Je veux dire, si ça passe par là, cet engouement dont Thierry parlait tout à l'heure pendant le Covid, là, pour les produits locaux, bio, etc., tenait beaucoup à ça, au fait que les gens avaient peut-être un peu plus de temps pour cuisiner, l'envie aussi. Et du coup, voilà, ils achetaient plutôt des produits simples, du lait, des œufs, de la farine, des légumes pour composer. Alors peut-être qu'on doit réfléchir à ça et puis remettre un petit peu le plaisir de cuisiner dans les foyers. Pourquoi pas, si c'est une piste qui peut améliorer les choses. Thierry Moreau, sur... Allez, je vais appuyer là où ça fait mal. Les habitudes de consommation de chacun qu'on doit peut-être changer, adapter par rapport aux problématiques réchauffement climatique, etc. Voilà, il y a énormément de choses à faire, des choses simples. Oui, ça a été dit. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est tous obligés un petit peu de bouger les lignes, de s'adapter entre la transition, le changement climatique, etc. Il y a un tas de choses. Ça a été cité, on peut effectivement acheter des produits frais ou voilà. Il y a aussi tout ce qui est jeté, tout ce qui est gaspillé. On est quand même aujourd'hui à 25 kilos par personne par an de nourriture qui sont jetés à la poubelle. Là aussi, c'est un des leviers. Alors il y en a d'autres, on va pas tous les citer, mais je pense qu'on peut effectivement tous essayer de faire pour d'arriver à manger de façon correcte en maintenant un prix qui reste accessible à tout le monde. Voilà ce que je peux. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure par rapport au prix du lait. Le conventionnel, le litre est acheté combien aujourd'hui? Alors je sais que vous parlez des 1000 litres. Ouais, à combien est-il acheté? Et puis le bio, à combien est-il acheté? Le problème, c'est que c'est assez compliqué aujourd'hui. Alors je peux répondre pour moi. Grosso modo, mais ça fluctue évidemment. Ça fluctue énormément aujourd'hui selon les laiteries et selon les mois. Ouais. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a encore un an en arrière, il y avait quasiment 100 € d'écart de plus-value pour la bio. Donc on était aux alentours de 400, entre 420 450 en conventionnel. Alors, pardon. 450 €, pardon. Ça fait 45 centimes le litre, si je peux me permettre. Voilà, et puis vous rajoutez donc en bio, en moyenne, il y avait 100 € grosso modo. Donc 10 centimes de 10 plus. centimes de plus au litre. Okay. Là, à cette heure-ci, on est plutôt une plus-value de, si on arrive à 30-40 centimes, 30-40 € au millilitre, donc 3-4 centimes de plus en bio. Donc l'écart se restreint, quoi. Et voilà, d'où l'inquiétude qu'on a aujourd'hui par rapport aux agriculteurs bio qui respectent un cahier des charges avec la plus-value qui n'est pas forcément au rendez-vous, quoi. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui, on va garder ces quelques chiffres en tête, grosso modo, 35-40 centimes le litre aujourd'hui et seulement quelques centimes de plus pour le litre de lait bio par rapport aux 10 centimes il y a plusieurs mois, voire 2-3 ans. Est-ce qu'il y a un risque sur notre département alors peut-être pas des maraîchers, mais des exploitants laitiers ou pour de la viande qui sont en bio mettent la clé sous la porte? Mettre la clé sous la porte, il y a toujours le risque. Après, nous, à Sorcier, au niveau de la Chambre d'agriculture, on est en train d'essayer de voir comment on peut accompagner les agriculteurs qui sont en bio et qui pourraient rencontrer des difficultés. L'objectif est déjà, dans un premier temps, d'éviter les déconversions. Des gens qui repartiraient en conventionnel après avoir fait la démarche qui est quand même relativement longue, autant sur le plan technique que sur le plan psychologique, j'allais dire. Donc voilà, donc à Sorcier. Alors si je peux me permettre, ça veut dire par exemple pour vous, sur vos cultures, sur vos céréales et sur vos prairies, par exemple, réutiliser des produits phytosanitaires pour avoir un meilleur rendement, ce genre de choses? Oui, effectivement, on pourrait. Si on se déconvertit, ça veut dire qu'on abandonne. On abandonne le cahier des charges bio. Donc après, on peut. Alors après, les gens qui sont en bio et qui ont fait la démarche d'aller en bio, honnêtement, ils ne vont pas repasser dans un système, repasser dans un système hyper intensif. A priori, non. Non, mais c'est à peu près, c'est garanti. La seule chose, c'est que ça peut donner des facilités, on va dire, par exemple, suite aux sécheresses qu'on peut rencontrer, des choses comme ça. On a des leviers qui deviennent accessibles si on passe en conventionnel qu'on n'a pas aujourd'hui en bio. Donc voilà, c'est la crainte qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est ce qu'on veut éviter. Donc effectivement, là on est en train de voir, et puis c'est pas forcément, il faudra tout voir, il faut tout mettre dans la balance. Donc c'est pour ça qu'on veut accompagner les agriculteurs pour les guider et qu'ils fassent le bon choix, quoi, qu'ils ne fassent pas une déconversion, j'allais dire, sur un coup de tête,
en disant bon, c'est bon, à cette heure-ci, mon lait est quasiment au même prix que le conventionnel, hop, je repars en conventionnel. Nicolas Thomas, c'est un risque patent, ça? C'est un risque, je pense que ça reste anecdotique aujourd'hui. Et je pense que par contre, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'on a aussi besoin d'un soutien politique fort. Les dernières années, on a vu effectivement une vague de conversion, donc beaucoup d'agriculteurs conventionnels passer au bio petit à petit, avec des aides qui s'appellent les aides à la conversion, qui ne durent que 3 années. Et puis après, le dispositif aurait voulu qu'on passe aux aides au maintien, c'est-à-dire une aide qui permet aux agriculteurs de rester en agriculture biologique, de les aider par ça. Or, cette aide au maintien a été supprimée. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi besoin d'un soutien. On ne peut pas imaginer s'engager sur 3 ans, puis après ne pas être soutenu politiquement dans le... Donc, voilà, il faut remettre un peu ça dans la balance. Et effectivement, en plus, pour moi, je trouve ça vraiment impensable, l'idée de la déconversion. Je veux dire, comme Thierry le dit, il y a la technique, évidemment, le changement de technique. Passer du conventionnel au bio, ça implique une certaine réflexion sur la cohérence de la ferme, etc. Mais il y a aussi une démarche psychologique quelque part. Et du coup, revenir en arrière, se déconvertir, c'est un non-sens que j'ai du mal à imaginer. Pourtant, c'est vrai qu'il arrive de façon anecdotique, quoi. Quentin Cuny, vous avez quelle lecture vous avez de vos clients à la Vie Claire, à Sainte-Marguerite? Est-ce que vous avez vu des nouveaux clients arriver et avec quelle demande? Il y a des nouveaux clients, bien sûr, surtout des jeunes, de plus en plus on en voit. Ouais. On a aussi la Vie Claire, ça existe depuis les années 50, donc ils ont des filières développées depuis un bon bout de temps. Ils avaient installé un magasin à Saint-Dié dans les années 50, du coup les personnes âgées qui ont connu ce magasin sont contents que ce soit revenu. Le magasin est revenu depuis 7 ans sur l'agglomération de Saint-Dié. Okay. Bon, ça reste encore peu de consommateurs par rapport à l'ensemble des consommateurs, évidemment, qui peuvent aller dans les grandes surfaces alentours. Mais les gens qui sont attachés au bio, à la bio en général, viennent. On a des clients réguliers qui font leur caddie toutes les semaines chez nous. Même il y a des gens qui adaptent leur caddie. Ils viennent juste prendre des fruits et légumes, quelques produits de grande consommation, et puis ils se dispatchent, parce qu'effectivement c'est le porte-monnaie qui décide aussi aujourd'hui. Donc on constate aussi, nous, effectivement, qu'il y a quelques personnes qui viennent un peu moins, d'autres qui viennent, ça tourne, ça tourne. Est-ce que vous avez des difficultés d'approvisionnement? Vous êtes le responsable des légumes, notamment. Où allez-vous les chercher et comment? Je veux dire, au plus court, j'imagine, bien sûr. La Vie Claire a une grosse centrale, basée dans la région lyonnaise. On a beaucoup des légumes qui viennent du sud, effectivement, ou de Bretagne, comme sur... Vous avez la main un petit peu pour ce qui est de votre magasin Odéo Daci? Oui, on cherche évidemment des producteurs locaux de plus en plus. On bosse beaucoup. L'Alsace, c'est quand même une grande région maraîchère, donc dès qu'on peut, on va chercher des produits alsaciens qu'on met en avant, évidemment, en disant le client aussi aime bien cet aspect local de plus en plus. Il se tourne, donc nous, on essaye toutes les semaines d'aller chercher des nouveaux producteurs un peu plus locaux, dans un périmètre restreint, surtout Grand Est. En image, une maraîchère bio avec une armoire de vente de produits 24/24 du côté de Grandvillers. Nicolas Thomas, ces petits magasins de producteurs, on a vu tout à l'heure en début d'émission le magasin de producteurs saison paysanne de Neufchâteau. Comment se porte l'activité? C'est pareil, je pense qu'elle est un petit peu impactée de façon... c'est la conjoncture un petit peu qui porte un préjudice. Néanmoins, pour autant, comme on l'a dit il y a 15 jours sur notre antenne, les prix là non plus n'ont pas augmenté. Les prix n'ont pas augmenté. Ont moins augmenté que ce qu'on pourrait croire. Tout à fait. Et je crois que ça répond vraiment à une demande aussi de ces nouveaux clients qu'on voit apparaître au magasin bio, qui ont envie de trouver dans un magasin un large panel de produits et pas juste du lait ou des œufs, mais bien un large panel. Donc ça répond vraiment à une demande et je pense que c'est ce vers quoi il faut aller aussi. Effectivement, on a plusieurs exemples qui sont en train de se développer et je souhaite que ça fonctionne vraiment. Est-ce que vous appelez de vos voeux que les grandes surfaces ou moyennes surfaces travaillent plus aussi avec des petits producteurs locaux en circuit court? C'est un petit peu le cas, mais pas beaucoup quand même. Oui, alors certaines grandes surfaces font ce choix-là, et a priori, ça se passe plutôt bien dans la relation avec les producteurs, pour les quelques exemples que j'ai pu avoir. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas une solution, en fait. C'est ça la réalité, c'est qu'il faut pouvoir explorer plusieurs pistes pour
sortir la tête de l'eau et puis continuer à faire avancer les choses. Donc c'est du cas par cas. C'est du cas C'est un par peu le cas. cas Je par pense qu'on peut pas. Voilà, il n'y a pas la solution miracle. Thierry Moreau, on a parlé tout à l'heure d'agriculture conventionnelle, de productions agricoles conventionnelles, parce que voilà, forcément, il y a encore, bien sûr, une industrie, une filière agroalimentaire à fournir en produits laitiers, en céréales, en fruits et légumes, évidemment. Quid du bio dans ce grand défi d'une meilleure alimentation plus saine, vraiment très globale? Est-ce que le bio peut y répondre ou pas? Grosso modo, pardon, mais est-ce que c'est pertinent d'avoir de la grande culture, céréales ou autre, en bio? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, l'objectif, c'était ça. Enfin, c'est de pouvoir fournir. Enfin, on ne peut pas s'arrêter que sur le lait, où il faudra bien des grandes cultures, ne serait-ce que pour la farine, pour tout ce qui est aujourd'hui aussi protéines végétales, les lentilles, les choses comme ça. Enfin, donc, la grande culture a sa place dans la filière bio, comme n'importe quelle autre, comme toutes les filières. Comment travaillez-vous, vous avez des céréales, évidemment, pour nourrir vos vaches qui font du lait bio. Comment vous les travaillez, vos céréales, alors de façon, évidemment, éco-responsable? Ah bah donc moi l'exploitation est en bio sur 100%, donc à la fois les prairies naturelles sont conduites de façon, enfin en respectant le cahier des charges bio, les céréales de la même façon. Mhm. Comment on les travaille? En bio c'est relativement simple entre guillemets, on n'a pas, étant donné qu'on n'a pas de levier par rapport aux produits de traitement phytosanitaire. Donc moi je travaille essentiellement avec des rotations à base de luzerne et de trèfle. Donc je fais 2 ou 3 années maximum de céréales et je remets une prairie temporaire D'accord. pour 3 ans. Ça permet de couper un peu le cycle des mauvaises herbes et de repartir après la prairie sur une parcelle à peu près saine, entre guillemets. Et ça marche. Bah, ça marche, ça fait plus de 20 ans que je fonctionne comme ça. Pour le moment, voilà. Le plus gros souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est quand même plutôt par rapport aux aléas climatiques qui deviennent un peu compliqués à gérer, à la fois les fortes chaleurs, des périodes un peu humides comme on vient de connaître ces derniers temps, où là, on a des parcelles qui sont un peu sous l'eau. Au mois d'août l'année dernière, enfin depuis le mois de juin à août, on a eu des sécheresses quand même, voilà. Chose qu'on ne connaissait pas il y a 15 ou 20 ans en arrière. Alors je vais peut-être parler comme un vieux, mais c'est vrai que quand je me suis installé, il y avait un peu moins de difficultés. On n'avait pas des écarts comme ça. Et L'eau, c'est évidemment les prairies souffraient quand même moins à l'époque qu'aujourd'hui. L'eau, c'est évidemment une problématique d'importance. Pour autant, Quentin Cuny, vous aviez des velléités, des ambitions autour du maraîchage. Dites-moi si je me trompe, mais voilà, produire avec beaucoup moins d'eau, c'est possible. Il faut juste changer les habitudes. On parle de permaculture, on parle de stress hydrique pour permettre à la plante, je pense à un plant de tomate, d'aller vraiment un petit peu plus profondément dans le sol. On l'a trop habitué à lui fournir son alimentation, c'est ça? Ses nutriments? Sans doute, mais sans eau, il n'y a pas d'agriculture quand même, hein. Donc, on entend beaucoup parler d'agriculture raisonnée aujourd'hui. Ce serait bien qu'on se penche un peu sur le problème de l'eau aussi. On entend ici et là, et même dans notre département, que les nappes phréatiques sont touchées. Pourtant, les Vosges, c'est quand même un département qui est censé avoir de l'eau, hein. A priori. Ouais. On n'a plus de neige non plus, hein. Il y a 20 ans, on avait de la neige. Au niveau de la pratique maraîchage pur et dur, Nicolas Thomas peut-être? Il y a des marges de progression à aller chercher, sûr. on le sait, mais c'est Bien du sûr. changement de pratique. Vous parliez de la permaculture par exemple, le fait de couvrir les sols, le couvert végétal est une solution, le paillage est une solution, l'arrosage, goutte à goutte, très localisé, peut être une solution pour économiser l'eau. Il y en a, et puis je crois beaucoup aussi à la synergie. Vous aviez la semaine dernière l'INRAE, enfin la directrice de l'INRAE qui était invitée, et je pense que c'est une problématique qu'on doit réfléchir, nous, en tant qu'agriculteurs. Certes, je veux dire, on est confronté directement à la problématique, mais on doit réfléchir de façon beaucoup plus transversale et justement pouvoir bénéficier de l'expertise des INRAE, par exemple, ou d'autres. Je sais que Bilan Grand Est, qui est un peu la structure grande région pour le bio, réfléchit à cette problématique, essaie de trouver des solutions, des pistes de réflexion pour améliorer les choses. Allez, messieurs, on aurait eu aussi énormément de choses à dire. J'avais préparé quelques images des cantines, évidemment, les cantines scolaires, avec cet objectif de 20% de produits bio. C'est quoi l'échéance, pardon, je ne l'ai plus en tête?
Nicolas Thomas. L'échéance, je l'ai pas, j'ai bien les 20% en tête et l'idée que c'est pareil, il faut y arriver. C'est une perspective de développement pour l'agriculture bio qui est intéressante. Quelques images du restaurant du centre aéré de la 40 semaines à Épinal. Épinal, qui vous le savez, est très engagé sur cette démarche du circuit court et même de l'autoproduction pour de l'autoconsommation pour ces élèves de centre aéré, les élèves dans les cantines des écoles, voire dans les maisons de retraite. L'idée, c'est à terme de préparer jusqu'à 1500 repas par jour, donc avec des produits qui ont poussé sous les serres municipales. C'est step by step, ça se fait petit à petit, c'est en cours. Allez, merci, on aura d'autres occasions de parler de tout ça, bien sûr, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Ça passe très vite. Je précise Relonge Bio. Tout à fait. Voilà, le week-end des samedis 15 et dimanche 16 avril, c'est à Relonge, bien évidemment, la grande fête autour de la bio et des démarches un peu éco-responsables aussi. Fête de la bio à Gérardmer, on a la date ? Fête de la bio le 14 juillet, c'est toujours le 14 juillet. C'est pas à Gérardmer, c'est à Gerbépal, à la ferme du Hasard cette année. On a changé d'endroit. J'ai bien fait de vous lancer. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.